Dites-moi, pendant que je vous tiens là, ça veut dire quoi, monde de merde? Sans être indiscret. Je travaille il y a 35 ans pour te demander ce que ça veut dire monde de merde. C'est pas que t'es indiscret. C'est juste que t'es un con. En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Finissons-en avec la résignation et l'indifférence. Ouvrons les yeux. Partout l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça me débecte. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital? Non. Tu t'intéresses pas à la politique? Bah, tu devrais. Comment conclure un sujet si vaste? Comme la tâche est extrêmement difficile, dans ce tout dernier cours, je me bornerai à vous donner quelques pistes sur l'évolution de la philosophie politique à notre époque. Revenons à notre dichotomie fondamentale, la question de la justice et de la guerre. C'est une question tellement ancrée qu'elle fait débat encore aujourd'hui. En 1971, deux figures phares de la philosophie sont même gentiment disputées sur la question, Michel Foucault et Noam Chomsky. Le débat portait sur la question de la nature humaine, qui nous renvoie à notre cours sur Thomas Hobbes, comme quoi tous les sujets sont vraiment liés. Chomsky défend que, dès que nous nous engageons en politique, c'est parce que nous avons une certaine idée de ce qui est juste à faire, et cette idée de justice serait constituante de ce qu'on pourrait appeler la nature humaine. Ça peut d'ailleurs très bien s'appliquer pour les questions de lutte ou de justice sociale, comme on a pu le voir chez Marx, par exemple, avec la lutte des classes. Pour Michel Foucault, la politique est vraiment une affaire de pouvoir et de prise de pouvoir. Dans son ouvrage Surveiller et punir, il ira même jusqu'à renverser la formule de Clausewitz en disant « La politique est la continuation de la guerre ». Ce sont les rapports de pouvoir qui déterminent nos actions, et la lutte n'est pas une lutte pour la justice, mais une lutte pour la prise de pouvoir et l'exercice de ce pouvoir. Parce que oui, le pouvoir, on ne l'a pas, on l'exerce. Ce sont des relations que l'on peut observer qui nous affectent et nous construisent. Ainsi, il invente le concept de biopouvoir, un pouvoir qui n'agit pas sur des territoires, mais sur les individus mêmes, sur leur corps. La pensée de Foucault n'est qu'un des moteurs de la philosophie politique contemporaine. Aujourd'hui, nous allons en développer quelques-uns avec comme question phare, qu'en est-il des luttes et des utopies aujourd'hui ? Michel Foucault s'est pas mal intéressé à la question des utopies, et plus spécialement de ce qu'il appelle les hétérotopies, à savoir les lieux autres qui accueillent les personnes qui sortent de la norme, et qui permettent ainsi de mieux les cacher. C'est le cas des hôpitaux psychiatriques ou des prisons, qui constituent des espaces à part dans les sociétés. Une utopie, ce n'est pas simplement une chose qui n'existe pas, c'est une chose autre, un ailleurs, et pourquoi pas un dehors. Pour reprendre la formule d'Édouard Glissant, philosophe très engagé dans les questions de décolonisation, l'utopie n'est pas le rêve, elle est ce qui nous manque dans le monde. L'utopie est une pensée et l'utopie est une œuvre qui se fait en comblant l'écart entre ce qui est et ce qui manque. Toutes les transformations sociales et réelles se sont faites, se font et se feront à partir d'une œuvre d'utopie. Et l'utopie qui a traversé l'histoire de la philosophie, de Platon à Glissant, en passant par Saint-Augustin, Thomas More et Michel Foucault, a toujours été un moteur essentiel du changement de nos sociétés. Alors, quand on dit que l'anarchie est une utopie, ce qu'on peut très bien dire aussi, c'est que l'anarchie manque et qu'il faut combler ce manque. Si le communisme est un spectre qui revient nous hanter, comme le disait Derrida, c'est parce que l'écart entre la réalité et l'utopie est toujours présent et ne demande qu'à être comblé réellement. D'ailleurs, quand Marx écrit « Le père de famille est à son foyer ce que le patron est à son usine », il invoque un autre type de spectre qui ne cesse de nous hanter, le féminisme, qui existe depuis longtemps dans l'histoire de notre pensée, mais qui était mis à l'écart, rendu invisible, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le cacher. Mary Wollstonecraft, philosophe anglaise, n'hésitait déjà pas à remettre à leur place les goujats machistes de son époque, tout en écrivant des pamphlets pour l'accès à l'éducation égale entre hommes et femmes. Elle prendra part à la Révolution française et participa aux mouvements féministes qui en découlèrent, en publiant plusieurs textes de réflexion sur les événements révolutionnaires.
C'est au même moment qu'Olympe de Gouges rédigera la Déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne, afin, une fois de plus, de combler le manque entre l'utopie et la réalité, car pas mal de révolutionnaires excluaient encore les femmes des décisions politiques, ce qui lui fera dire avant d'être guillotinée, la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Les droits, c'est comme les utopies, c'est parce qu'il manque qu'on en parle et qu'on doit les créer, pour combler l'espace entre l'ailleurs et l'ici et maintenant. De fait, il y aurait encore beaucoup de droits à créer, et il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui luttent pour créer ces droits, d'où le lien entre la lutte et l'utopie. L'expression des utopies et des revendications est souvent, sinon toujours, allée de pair avec des révolutions ou des expériences anarchistes ou communistes. Ainsi, il y a même toute une branche de l'anarchisme qu'on appelle l'anarcha-féminisme, dans laquelle on retrouve des figures comme Louise Michel, personnalité forte de la Commune de Paris. Aux USA, vous avez Emma Goldman, qui fera une redoutable critique de l'État ainsi que de la révolution russe. Vous avez également Voltairine de Cleyre, qui sera la théoricienne de l'action directe, à savoir une action politique dont la prise de décision et l'effectuation ne passent par aucun médiateur. En Russie soviétique, Alexandra Kollontai écrira beaucoup sur les conditions amoureuses et comment notre rapport à l'amour est directement influencé par sa représentation dominante. Ainsi, le modèle du couple exclusif est le modèle bourgeois, et pour Kollontai, la révolution passe par le rejet de ses valeurs traditionnelles, ce qui ne plaira pas à Lénine et Trotsky. Souvent, l'action politique montre à quel point tout est intriqué. On appellera systémique une oppression qui vise une catégorie de personnes non conformes à une norme dominante. If you are a black person and live in the black community all your life and walk out on the street every day seeing white policemen surrounding you, when I was living in Los Angeles, for instance, long before the situation in LA ever occurred, I was constantly stopped. No, the police didn't know who I was, but I was a black woman and I had a natural, and they, I suppose, thought that I might be a, quote, militant. And when you live under a situation like that constantly, and then you ask me, you know, whether I approve of violence. I mean, that just doesn't make any sense at all. Quand un système s'engage contre certaines parties de la population, cela se retrouve souvent dans tous les domaines. Le droit, les arts, la rue, la politique. C'est même pour ça qu'on dit que c'est systémique. Les habitudes générales des institutions et des normes sont dirigées pour exclure certaines personnes. Et même parfois, on peut entrer dans plusieurs de ces catégories en même temps. C'est ce qu'on trouvera dans l'ouvrage Femmes, race et classe de la militante Angela Davis, qui sera aux côtés de Martin Luther King et Malcolm X dans la lutte active pour les droits civils. Avec ce livre, Angela Davis commence à développer le concept de lutte intersectionnelle, c'est-à-dire une même lutte pour les droits de personnes qui cumulent différents types d'oppression, et qui permet ainsi à la fois de rassembler les personnes en lutte, mais aussi de montrer comment les pouvoirs d'oppression se rejoignent. Anarchisme, écologisme, féminisme, anticolonialisme, lutte pour le droit des personnes homosexuelles, non-valides, transgenres. La liste est longue, mais toutes ces luttes ont plusieurs points communs, le point culminant étant le manque à combler entre la réalité effective et l'utopie. On peut donc qualifier les utopies de moteurs premiers des transformations de notre réalité sociale et politique, dans les fonctionnements de nos institutions, dans la création de droits, dans l'architecture, dans nos rapports au monde et à nous-mêmes. Le monde est vaste, fourmillant et mystérieux. Nous avons les moyens de le changer. Il ne tient qu'à nous de savoir comment on a envie de s'y engager. Mais alors, petite, qu'est-ce que tu fais là? Je suis morte. Mais mon enfant, tu n'as pas compris que ton heure n'est pas encore venue? Ah bon? Ma fille, il va falloir te bouger un peu. Eh ben oui, il a raison pour une fois. Tu as encore plein de choses à faire. Allez, lève-toi et marche. Va et fais ce que tu as à faire. N'oublie pas, la lutte continue, hein? Ouais, la lutte continue.